Parlons d'un livre que tu as publié en 2007, La petite école Saint-Rouge. Oui. C'est ton 10e ouvrage, et tu pousses la porte d'une école au contour tout à la fois proche et singulier. Paul Lambion, ton héros, découvre la classe où il donnera désormais cours sous l'œil des méduses qui flottent doucement dans des grands tubes transparents, à l'ombre du souvenir tenace de celui qu'il remplace. On jure fidélité au roi, et une fois les formalités faites, on s'apprête à affronter le regard des élèves qui ont plus d'un tour dans leur sac. Lambion chausse les pantoufles de son prédécesseur mystérieux et reprend à son compte un cours de philo aux allures de testament et parsemé de questions sans réponse qui sont autant d'occasions de distiller le temps. Mais le nouveau venu est chargé d'une mission d'enquête par le directeur et que le calme relatif est rompu. Le grenier est animé de présences inconnues. Un incendie éclate, une élève se suicide, des chiens policiers reniflent les mallettes en quête de poudre blanche et le temps de l'école mord celui de la vie privée. Comment t'est venue une idée aussi farfelue sous forme finalement il y a une enquête, mais c'est pas vraiment le centre du livre. C'est venu comment cette idée-là? J'ai écrit ça après avoir donné une série avoir fait une série d'intérim dans des écoles. J'ai enchaîné une quinzaine d'intérim, tu vois, dans des écoles diverses. Et j'avais du mal à trouver mon compte, à trouver ma place. Et j'avais tellement l'impression que le système scolaire était complètement à côté de la plaque, quoi, tu vois. Et je m'y inscrivais en débarquant avec ma petite mallette, donc j'ai vécu un paquet de choses, que ce soit avec des profs, des élèves, des directions. Donc j'ai l'impression que c'est un monde archaïque, tu vois, qui bouge pas, qui s'accroche à ce qui existe. Et alors on a de plus en plus de traces, de machin, de comptes à rendre, mais le système en lui-même, il évolue pas. Tu vois. Et donc c'est tout ça qu'à un moment a donné ce roman, avec l'idée de cette chimère dans un bocal, tu vois, de formol, comme ça, c'est la mascotte de l'école, et si le jour où elle disparaît, ça portera malheur à l'école. Tu vois, et un jour elle disparaît, voilà, c'est ça qui se passe. Et alors on demande à Paul Lambion de mener l'enquête, on essaie de retrouver qui a volé la chimère. Et il prend son rôle très, très à cœur pour essayer de retrouver cette chimère, parce que l'école est menacée, voilà. C'est ça l'idée de départ, et puis là aussi je me suis laissé aller un peu dans tout ce que j'avais vécu dans les diverses écoles, avec cette scission aussi entre les écoles libres, tu vois, les écoles chrétiennes, les autres, et puis l'enseignement libre, l'enseignement de la communauté, l'enseignement de la région, et puis tout ça qui s'affronte un peu, avec c'est un commerce aussi, il faut attirer les clients. C'est un peu tout ça, avec un dégoût aussi, par rapport à un système en place qui ne bouge pas. Et là, depuis, je ne sais plus en quelle année c'était, c'est vrai que je suis dans une école, à l'école, je travaille à l'école des femmes prévoyantes socialistes, promotion sociale. Et puis plus le temps passe et plus j'aime mon boulot, et je pense que c'est lié aussi à un contexte d'équipe. Qui dans ce gros marasme-là, essaie de faire de son mieux, on est 3 profs, avec une jeune directrice, et puis on essaie de faire tout ce qu'on peut pour mettre de l'humain dans tout ça, tu vois, le plus d'humanité possible. Et donc ça me plaît. Voilà, ça j'aime bien. Parce que dans ce livre, une des phrases, tu dis « L'enfer est dans les écoles, personne ne le sait ». C'est vraiment comme ça? J'ai connu des professeurs qui se sont retrouvés en dépression grave sur la mutuelle et qui étaient abandonnés, tu vois. Voilà, donc il y a des écoles où c'est très 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 dur pour les enseignants. Et c'est un milieu où il y a des dépressions à l'appel, où les professeurs s'en sortent plus. Donc, et il y a un appel au secours depuis très longtemps qui n'est pas entendu, qui n'est pas pris en considération. Voilà. Mais c'est pas que ça. Mais c'est vrai qu'il m'est arrivé, moi aussi, je me souviens d'un intérim où j'étais entré en classe avec ma mallette, et j'ai pas eu le temps de dire un mot, et même de refermer la porte, qu'un élève m'a dit « Monsieur, on en a rien à foutre de votre cours », et un autre « Ouais, de toute façon, vous êtes qu'un connard de prof comme les autres ». Et j'avais pas dit un mot, tu vois. J'entrais dans la classe. C'est extraordinaire. Hein.
Mais ça donne une idée du contexte dans lequel doivent travailler certains enseignements. Donc peu importe qui tu es, ce que tu peux amener, il y a ce rejet, tu vois, mais qui n'est pas là pour rien non plus. Il y a des... Bon. Et finalement, c'est un chouette souvenir, quoi. J'avais posé ma mallette et j'en avais souri, tu vois. Et j'avais regardé les mecs en disant, mais c'est quand même étrange comme accueil que j'avais, et puis ce serait bien qu'on en parle un peu parce que c'est drôle, quoi. Puis on avait passé 1 heure à discuter. Puis à un moment, je leur avais demandé d'écrire un peu pourquoi ils m'avaient accueilli comme ça, qu'est-ce qui se passait, pourquoi ils avaient ce dégoût, pourquoi ils estimaient que tous les profs étaient des connards, tout ça, tu vois. Puis j'avais écrit. J'avais tous écrit. Tu vois, j'étais reparti avec un texte, atelier d'écriture, quoi. Voilà. Et j'avais pris la peine de tout lire, et puis la leçon suivante, j'étais revenu sur ce qu'ils avaient écrit en disant, tiens, là je trouve que quand même vous êtes de mauvaise foi, tu vois. Par contre là, tiens, ça m'étonne, qu'est-ce qui s'est passé exactement? On avait eu une discussion comme ça d'1 heure, et puis petit à petit, cet intérim, ça s'était bien passé. Ils étaient revenus avec leur cahier, avec leur plumier, j'ai commencé à pouvoir travailler avec eux. Et, parce qu'il y avait eu un espace, voilà, il y a un espace et un temps pour discuter ensemble et voir qu'est-ce que je pouvais faire alors pour, tu vois, qu'est-ce qu'ils attendaient d'un prof d'anglais. Et c'est un très très beau souvenir, quoi. Voilà. Mais j'étais dans un contexte où je passais mon temps à remplacer des profs déprimés, tu vois. C'est le lot de la plupart des jeunes profs intérimaires, et je leur remplaçais des profs qui dépriment. Tu débarques, tu n'as pas beaucoup de bagages, tu dois te mettre. C'était dans ce contexte-là que j'avais écrit La Petite École. Est-ce que tu as fait lire ce livre à des enseignants, à des élèves? Et si oui, quelles ont été leurs réactions? Je ne fais jamais lire ce que j'écris, mais oui, il y a des profs qui ont lu, qui s'y sont retrouvés, quoi. Notamment un passage du roman avec le prof subitement parle de son métier qui est un beau métier, mais à quel point il se sent transparent, quoi, à quel point il a l'impression de ne plus exister. Et qu'il rentre chez lui, il se regarde dans le miroir. Là, tu as mis ça dans le livre. Ouais. Il se regarde dans le miroir pour voir si ah ben voilà, il existe en fait, il a un corps, parce que quand il était devant ses élèves, il a eu l'impression qu'il était transparent, quoi, tu vois. Ouais. Et donc ça parle à pas mal de profs. Et j'ai un ami qui fait lire encore La Petite École Saint-Rouge à ses élèves dans une école à Liège-à-Place. Voilà. Puis ça les fait marrer, réfléchir sur ce rapport à l'enseignement. Voilà. Dans ton livre, tu dis aussi que les gens n'ont pas de rêve. Est-ce qu'il faut avoir des rêves? Je ne sais plus dans quel contexte exactement j'ai écrit cette phrase-là, dans le bouquin, mais je ne peux pas dire qu'il faut avoir des rêves, hein, parce que il faut, c'est déjà une phrase qui te donne un chemin, tu dois avoir des rêves. On en a, tu vois, là, enfin... Est-ce qu'il faut tendre vers les rêves? C'est-à-dire qu'il y a certains rêves qu'on n'écoute pas et qu'on devrait écouter, peut-être, pour soi, C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se retrouvent à 50, 60 ans et se disent « Mais j'avais un rêve, je ne l'ai pas vécu, quoi. Je l'ai laissé de côté parce que j'ai pas osé, parce qu'on m'a dit de ne pas le faire, tu vois. » La phrase qu'on entend plus souvent, c'est « Il ne faut pas trop écouter, trop rêver, tu vois. Pas trop rêver. » C'est une phrase que j'ai beaucoup entendue, notamment avec l'écriture, avant de publier, quoi. Mais enfin, n'arrive pas trop, quoi. Hein, il faut quand même rester réaliste. Je me souviens de mon beau-père de l'époque qui m'avait dit aussi, quand j'avais... c'est lui qui avait trouvé la petite annonce pour le prix Page d'Or, qui m'avait dit, tiens, voilà. J'ai dit, ah ben ouais, je vais... Et qui m'avait tout de suite dit quand même de ne pas trop rêver, quoi. Voilà. Donc, j'aime bien Brel quand il parle des rêves, que lui il passe son temps à... Parce qu'on lui demandait s'il avait réussi sa vie, et il disait mais je pense que j'ai réussi mes rêves, quelque chose du genre. Parce que réussir sa vie ça veut rien dire, mais réussir ses rêves c'est quelque chose. Mais c'est toujours un chemin, de toute façon, réussir un rêve c'est faire le chemin qui mène à quelque chose. Le problème c'est que quelquefois on rêve
à quelque chose qui est loin, qui est un objectif, et puis on ne se rend pas compte que le chemin qui nous emmène vers ce rêve, c'est ça qui est essentiel. Parce que là, en chemin, on apprend, et puis peut-être on ne va pas atteindre quelque chose, mais on va cheminer, quoi. Ouais. Mais ce que je sais même pas, dans Elephant Island, je dis ça, que l'enfant, il n'a pas de rêve, il sait qui il est. Il rêve pas, il se sent, l'enfant ici dans Elephant Island, il se sent explorateur, il se sent l'envie d'explorer le monde, de partir à la découverte. Et puis on l'enferme, tu vois. C'est pas un rêve, il ne rêve pas d'aller explorer le monde, il sait qu'il est explorateur, il sait qu'il est voyageur, il sait qu'il est porteur de cette envie de découvrir. Et puis on l'enferme. Et quand il sort, il n'a plus les moyens, il est tellement fermé qu'il n'arrive plus, qu'il n'arrive pas non pas à réussir ses rêves, ou à vivre ses rêves, mais à simplement se réaliser tel qu'il était enfant. Parce qu'on a cassé ça. Et donc je pense vraiment que les enfants, ils savent qui ils sont. Mais on leur apprend tellement à être ci, à être ça, à apprendre ci, à apprendre ça, qu'on éloigne très tôt les enfants de qui ils sont. Alors on se met à rêver, parce qu'on dit qu'on a des rêves, et qui sont en fait des choses qu'on portait en soi et qu'on nous a empêché de vivre, ça peut-être.